On arrive à la fin de notre convention. Il nous reste une demi-journée à passer ensemble. Il y a une tradition dans les conventions Cégide, je crois, c'est que tous les 2 ans, un économiste vous rend visite et vient vous faire un point sur la situation économique, un point et avec un point de vue. Et cette année, c'est Élie Cohen qui est avec nous. On est ravis de l'accueillir. Élie, avant de vous faire monter sur cette scène, selon un rituel très rodé désormais, puisque chacun a son jingle, c'est un standing que nous accordons à nos invités les plus prestigieux. Élie, je vous dis simplement, ça fait 1 journée et demie qu'on est sur l'impact du numérique sur la profession, sur les changements qu'elle induit, sur l'arrivée de l'intelligence artificielle dont on n'a pas mesuré encore, en tout cas dans la profession comptable et nous dans notre quotidien d'Homo sapiens d'Open Space, ce que ça va changer à notre avenir et surtout à celui de nos enfants. Voilà, j'ai résumé, je pense que c'est suffisamment succinct comme ça. Et donc maintenant, Élie, on va faire votre entrée officielle sur cette scène. Je vais vous présenter. Vous êtes économiste, directeur de recherche au CNRS et professeur à Sciences Po. Ceux qui allument la radio ou la télévision vous connaissent également. Voilà. Élie, vous êtes le bienvenu. Merci d'être avec nous. Pour présenter l'intervention d'Élie Cohen, finalement, depuis 1 an, que s'est-il passé? Depuis 10 ans, que s'est-il passé? Depuis 3 jours, où est-ce qu'on en est sur l'économie? Parce que chaque semaine, ma corporation de journalistes avec quelques autres complices, nous disons ça va mieux, puis le mois suivant ça va moins bien, puis ensuite ça va mieux. Nous sommes incapables de donner une visibilité aux acteurs économiques qui sont face à vous, donc autant compter sur vous plutôt que sur moi. Très bien. Merci. Bien, il y a quelques mois, lorsqu'on préparait la manifestation d'aujourd'hui, on m'avait demandé « Qu'est-ce que vous voulez traiter comme thème ?» Et j'avais dit à l'époque, vous savez, le plus simple, c'est de partir des derniers thèmes d'actualité et d'essayer de les mettre en perspective. Et donc, au moment où on passait le coup de fil, c'était juste après le référendum sur le Brexit et la victoire de Trump aux élections présidentielles. Et donc, j'avais dit à l'époque, nous entrons dans une période où le risque politique a un effet sur l'économie. Et donc, peut-être faudrait-il prendre le temps de réfléchir à ce risque politique. En effet, l'année qui vient de s'écouler, les 12 derniers mois qui viennent de s'écouler, ont commencé par des inquiétudes majeures que nous avions sur la crise en Chine. Souvenez-vous, à l'époque, on avait découvert le surendettement des entreprises chinoises, on avait découvert le surendettement des collectivités territoriales, il y avait en plus une lutte contre la corruption en Chine, et la lutte contre la corruption, c'est très bien éthiquement, c'est très bien moralement, mais ce n'est pas bien du tout pour le business, notamment pour les secteurs de luxe, etc. Et on avait assisté à un net ralentissement de l'activité économique chinoise, il y avait eu des tensions en bourse, et à l'époque, il y a 1 an exactement, on se demandait est-ce que c'est la fin de la grande cavalcade de la croissance chinoise? Vous savez, cette croissance qui a duré pendant à peu près 30 ans à un rythme de 12% l'an qu'on n'avait jamais connu et qui avait fait qu'en 1 décennie, la Chine était devenue, en termes réels, la première économie mondiale. Donc, lorsque la Chine se met à tousser ou à éternuer, il y a des problèmes pour l'économie mondiale. Donc, on avait une première inquiétude, il y a 1 an, c'était la Chine. Et puis tout de suite après, il y a eu le référendum sur le Brexit, et là on a été carrément atterré. Qu'est-ce qui se passe lorsque l'un des pays membres les plus importants de l'Union européenne décide de se retirer? Qu'est-ce que ça nous dit? Et sur ce pays, et sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sur la dynamique économique des échanges, des flux d'investissement, et qu'est-ce que ça nous dit également sur l'évolution de la finance au niveau européen? Alors à l'époque, on ne savait pas très bien quel contenu donné à ce Brexit. Et ce qui est très frappant, j'y reviendrai longuement par la suite, c'est que dans un premier temps, on a fait comme s'il ne s'était rien passé. Et on a commencé à réfléchir à des solutions qui permettraient, en gros, au Royaume-Uni de rester dans l'Union européenne tout en partant et tout en nous disant que vraiment elle veut couper les liens de manière nette. Donc on avait imaginé toute une série de scénarios, on avait appelé ça le scénario norvégien, le scénario suisse, le scénario canadien, etc. Et à peine était-on en train d'échafauder ces plans sur le Royaume-Uni que
M. Trump était élu président des États-Unis, et là, ça devenait des choses plus inquiétantes et plus sérieuses à la fois, parce que c'est tout l'ordre commercial, multilatéral, tel qu'il avait été bâti depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui était mis en péril par l'élection de Trump, puisque les premiers gestes de Trump, c'était de dénoncer l'accord transpacifique, de dénoncer l'accord transatlantique, qui n'avait pas encore abouti, et d'annoncer qu'il remettrait en cause le traité de l'ALENA, c'est-à-dire qu'il liait les États-Unis au Canada et au Mexique. Et donc, comment comprendre cette remise en cause de tout l'ordre économique multilatéral? Quel impact ça pouvait avoir sur les échanges? Et on était d'autant plus inquiet qu'au même moment, on constatait une tendance très nette à la décrue du commerce international. Pour la première fois depuis très très longtemps, le commerce international évoluait nettement moins vite que la croissance de l'économie mondiale. Donc qu'est-ce que ça veut dire qu'un monde qui échange de moins en moins? Est-ce que c'est la fin de la mondialisation? Est-ce que c'est la fin de l'éclatement des chaînes de valeur? Est-ce que c'est la fin des délocalisations? Est-ce que c'est le début des relocalisations? Vous voyez tous les problèmes que posait ce fait concomitant qui était à la fois la décision des États-Unis de donner un coup d'arrêt à la dynamique d'intégration économique mondiale et en même temps ce recul de l'économie mondiale. J'ajoute qu'au même moment, sans que ça ait été écrit dans les journaux, on refermait le dossier de 10 ans de négociations commerciales internationales avec les fameux accords de Doha qui n'ont jamais permis une étape supplémentaire de la libéralisation. Mais à peine commençait-on à se rassurer sur le trumpisme qu'on apprenait qu'il y avait une conjonction terrible en Europe avec, en Italie, une crise financière, une crise bancaire en particulier, qui ne voulait pas se calmer, avec des risques de faillite de très grandes banques italiennes comme la Monte Paschi di Siena. On apprenait également que des petites banques italiennes avaient fait faillite. Bon, en même temps, on découvrait le fait que l'État italien était hyper endetté et qu'il allait avoir de plus en plus de difficultés de venir en aide à ses propres banques. Et au même moment, il y avait un référendum qui était prévu en Italie, une réforme constitutionnelle sur les pouvoirs du Sénat, sur les modes de scrutin. Et à ce moment-là, on était terrifié à l'idée de la conjonction entre une crise bancaire d'un côté et une crise politique de l'autre, qui pouvait voir arriver au pouvoir les populistes italiens avec Cinque Stelle et puis la Ligue du Nord de Salvini. Vous voyez, là aussi, risque politique italien. Pourquoi risque politique? Si la crise venait à se développer en Italie, comme on savait qu'en Italie, il y avait des gens qui étaient favorables à la sortie de l'euro, ce qu'on appelait l'Italexit, eh bien là, plus rien n'était maîtrisable, la contagion au niveau européen pouvait se développer, donc risque politique, risque économique, donc la Chine, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Italie, et on savait qu'on avait d'autres étapes devant nous, des élections aux Pays-Bas, des élections en France. J'insiste pas sur les Pays-Bas, mais je parle de la France. Dans toute la littérature anglo-saxonne, dans toute la presse anglo-saxonne, la séquence qui était dessinée, c'était après le Brexit, le Trumpisme, Le Pen en France, et donc le risque de Frexit. Alors ce risque de Frexit, qui paraissait absolument inimaginable, un mois avant les élections, à Londres, les parieurs donnaient une chance sur 5 pour que le prochain président de la République, en France soit Mélenchon, soit Marine Le Pen, avec les effets que vous pouvez imaginer, les tensions sur les marchés des taux, le renchérissement de la dette française, les risques d'éclatement de la zone euro. Enfin, vous voyez. Donc voilà, c'était un peu le contexte dans lequel je discutais des possibilités d'exposés que je pouvais vous faire aujourd'hui. Et puis je suis là devant vous maintenant, et le paysage économique a totalement changé. Pour la première fois depuis 10 ans, je ne vais pas commencer mon exposé par vous dire voilà la crise, voilà pourquoi elle s'aggrave, voilà quelles sont les sources de la crise, voilà les modes de propagation de la crise. Vous vous souvenez, il y a 10 ans, exactement il y a 10 ans, démarrait la crise des subprimes, et vous vous souvenez des circonstances dans lesquelles cette crise des subprimes avait démarré. On avait découvert un jour que les crédits immobiliers, qui étaient quelque chose qu'on pensait être un produit financier assez banal, géré par des banques sur des critères de risque et de notoriété du client qui étaient parfaitement identifiés, on a découvert que les crédits immobiliers
étaient en fait tranchés, repackagés, transformés en produits financiers d'un degré de toxicité différent, vendus à des investisseurs différents, à des taux différents, détenus dans des portefeuilles de tous les investisseurs de la planète, aussi bien des mairies norvégiennes que des fonds souverains chinois ou singapouriens. Et on a découvert à l'époque qu'alors qu'on pensait que toute l'organisation financière était faite pour décorréler les risques, tout ce qu'on a appris à l'école, c'est qu'un portefeuille financier correctement fait est fait d'une série de risques décorrélés pour que lorsqu'un problème intervient dans un segment du portefeuille, il ne contamine pas tout le portefeuille. Alors on a assisté il y a 10 ans à l'effondrement du château de cartes financier, pas simplement américain, mais absolument mondial. Et puis on a découvert à ce moment-là tout un continent de la finance, qu'on appelait la finance fantôme, qui produisait des produits toxiques, qui n'étaient pas régulés. On a découvert avec stupéfaction qu'à la fois la Banque centrale américaine et les différents organes de régulation n'avaient pas une visibilité sur tous ces produits financiers qui représentaient plusieurs fois le PIB mondial, donc une masse financière considérable que personne ne contrôlait. Et puis, très rapidement, cette crise financière est devenue une crise économique mondiale. Vous vous souvenez de l'effondrement des économies en 2009, avec des pays dont le PIB baissait de 5-7%. Et c'est à ce moment-là qu'on a tous ressorti nos livres d'histoire pour comparer la crise de 29 et les caractéristiques de la crise de 29 avec la crise qu'on vivait. Et puis on a commencé à se faire peur avec les risques protectionnistes, avec les risques d'effondrement de banques de dépôt. Il y avait les files d'attente devant Northern Rock en Angleterre qui ont commencé à travailler dans les têtes. Et puis, cette crise financière devenue crise économique a gagné l'ensemble des secteurs d'activité, elle est devenue mondiale. Et en 2009, donc année où je vous ai dit le PIB d'un certain nombre de pays développés s'effondrait, on a découvert la crise grecque, c'est-à-dire une crise au cœur de la zone euro. Vous vous souvenez, à l'automne 2009, on découvre que la Grèce, qui avait déclaré aux autorités européennes qu'elle avait un déficit de finances publiques qui était de l'ordre de 5% du PIB, eh bien, un nouveau gouvernement arrive et il nous dit vérification faite, ce n'est pas un déficit de 5% du PIB que j'ai, c'est 12,5%. Et ça sera peut-être même 14%. Et du jour au lendemain, la Grèce est devenue totalement insolvable, c'est-à-dire qu'elle n'a plus pu accéder aux marchés financiers internationaux. Et du jour au lendemain, au niveau de la zone euro, il a fallu qu'on invente une solution pour venir en aide à la Grèce. Donc je vous passe les détails, ça va nous occuper pendant des années. On va inventer un fonds monétaire européen, on va inventer des dispositifs d'intervention. Et puis la crise qui était au départ grecque est devenue après espagnole, italienne, portugaise, irlandaise. Bref, c'est l'ensemble des pays européens qui étaient en difficulté. Et puis, les phénomènes se sont développés. Et en 2011-2012, on a eu la fameuse crise bancaire européenne. On a découvert que les plus grands établissements financiers n'étaient pas capables de tenir le choc. Par parenthèse, si vous avez lu il y a ces derniers jours, on évoque cette décennie de crise, et dans Le Monde d'hier ou d'avant-hier, il y a une très longue interview de Nicolas Sarkozy qui raconte comment lui, il a vécu ça en tant que président de la République, et c'est saisissant de voir quel était le degré de compréhension de la crise et le degré d'appréhension de la crise par les différents responsables politiques, avec quelqu'un qui a tout vu, tout compris avant tout le monde, c'était Gordon Brown, qui a disparu, dont personne ne se soucie aujourd'hui, et une qui n'a rien compris, qui a eu beaucoup de mal à réaliser, c'est Mme Merkel. Et elle se fait élire pour la 4e fois le mois prochain. Donc c'est intéressant quand même du point de vue de la représentation de ce qu'est l'efficacité du politique et de ce que les citoyens retiennent de l'efficacité du politique. Bon, j'accélère, donc on arrive à l'année qui vient de s'écouler et aux différents éléments que je viens d'évoquer. Et je me retrouve devant vous aujourd'hui. Et quelle est la situation économique aujourd'hui? Alors, ça ne nous prémunit en rien contre des catastrophes qui peuvent intervenir demain. Mais en tout cas, pour aujourd'hui, pour la première fois depuis 10 ans, on peut dire « tout va bien ». C'est étrange quand même. Merci Eli Cohen. Voilà. Alors, tout va bien. Comment? Alors, attendez. Je vous ai fait quand même le parcours pour que vous voyez d'où on vient. Alors, aujourd'hui, vous regardez. Au niveau mondial, commençons par la Chine. Je vous ai dit les inquiétudes qu'on avait pour la Chine l'année dernière, au début de l'année.
À l'époque, on parlait de crise financière, souvenez-vous de l'effondrement de la bourse chinoise, on parlait également de la montée des mauvais risques dans les bilans des banques chinoises, on parlait de nécessité de deleveraging des banques chinoises. Il y avait des chiffres très impressionnants. En 10 ans, la dette privée en Chine, la dette des entreprises, a augmenté de 100 points de PIB. C'est colossal. Donc, on a été très effrayés. Et d'ailleurs, la croissance chinoise a ralenti. Elle a commencé à atteindre un plancher de 6%. Et un certain nombre d'économistes de mes amis expliquaient que même 6%, c'était beaucoup. En fait, la réalité, quand on regardait bien les chiffres, c'était beaucoup moins. Et puis, la Chine est repartie de l'avant. Elle regrimpe. Elle est à 6,5% de croissance aujourd'hui. Et les prévisions de croissance montrent qu'elle réaccélère, que l'investissement dont on craignait qu'il s'effondre, vous savez que l'investissement, c'est le facteur essentiel de la dynamique économique chinoise. Les Chinois consomment peu, épargnent beaucoup et investissent beaucoup. Donc quand l'investissement ralentit, il faut être inquiet. Alors qu'à l'inverse, les États-Unis consomment beaucoup, épargnent pas du tout et investissent un peu. Donc c'est la consommation qui est importante aux États-Unis et l'investissement qui est important en Chine. Eh bien, on découvre qu'en Chine, l'investissement reste soutenu, les exportations restent soutenues. On perçoit même, phénomène très intéressant, une nouvelle dynamique du commerce international. Le commerce international réaccélère après avoir profondément plongé. Donc la Chine va mieux. Alors vous allez me dire, ok, ça c'est la Chine, mais les autres pays émergents, vous vous souvenez qu'il y a 2-3 ans, le Brésil s'effondrait, la Russie s'effondrait, la croissance était même négative dans ces pays-là. Miracle, le Brésil repart, la Russie repart, et on affiche des croissances dans ces pays qui sont autour de 1 à 2%. Je vous donnerai des chiffres plus précis tout à l'heure. Donc les pays émergents repartent globalement. Les pays développés maintenant. Jusqu'à présent, on constatait que quand il y avait une bonne dynamique des émergents, on avait une mauvaise dynamique des pays développés. Ce qui fait que la croissance mondiale globale ralentissait. Et on était sur une tendance de croissance mondiale de l'ordre de 3%. Réaccélération de la croissance mondiale. Pourquoi? Mais parce que les pays développés réaccélèrent également. Les États-Unis, vous avez dû entendre qu'ils avaient eu un premier trimestre calamiteux, mais globalement, on pense qu'ils feront une croissance de l'ordre de 2% cette année et de 2% l'année prochaine. Donc, ça va bien, quoi. Et alors, le miracle absolu, c'est l'eurozone. L'eurozone, c'est-à-dire tous ces pays européens qui sont liés par une monnaie unique, dont on avait vu la très piètre performance au cours des 10 années écoulées, c'est ce qu'on appelait la décennie perdue, le chômage baisse, l'activité réaccélère. On prévoit que pour l'ensemble de l'euro, l'ensemble de l'Union européenne, la croissance sera de 1,9% cette année, donc on réatteint les 2%. Donc, et alors quand on regarde en détail dans les pays européens, ce que je ferai tout à l'heure, quand j'entrerai dans le vif du sujet, alors là, vous avez une performance allemande qui est absolument exceptionnelle. On bat tous les records. Depuis 10 ans, on bat les records d'exportation, d'augmentation du pouvoir d'achat, de tout ce que vous voulez. On a un miracle qui est en train de se réaliser sous nos yeux, c'est le redécollage de l'Espagne, qui accélère, qui s'est mis à réinvestir, à exporter, dont le taux de chômage baisse. Et vous allez me dire, mais il y a quand même un cancre dans tout ça, c'est la France habituellement, qui souffre à la fois d'un défaut de maîtrise de ses finances publiques, d'un vrai problème de compétitivité. Et bien même la France repart. Et on révise à la hausse les perspectives de croissance en France. Vous avez vu les dernières données et de la Banque de France et de l'INSEE, j'y reviendrai, on avait prévu pour 2017 1,4% de croissance, on fera probablement plus que 1,4%, on fera peut-être 1,6%, et on prévoit que ça se maintiendra en 2018. Alors, il y a quelques petits problèmes sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, et si j'oublie, rappelez-le-moi, en matière de finances publiques, en matière de réforme fiscale, etc. Mais même la France, au sein de la zone euro, redécolle. Donc, on a une conjonction assez exceptionnelle. Alors, vous allez me dire, donc c'est parfait, il n'y a pas de problème, tout le monde repart, la croissance est là, il n'y a pas de problème. Eh bien si, il y a quand même 2 ou 3 problèmes, mais qui sont d'une nature très différente de tous ceux que j'ai évoqués jusqu'ici. C'est-à-dire qu'au cours de la décennie qui vient de s'écouler, eh bien, un certain nombre de problèmes économiques majeurs pour l'avenir
économiques de la planète sont apparus, que je vais évoquer en 2 ou 3 mots tout de suite, et puis bien entendu, j'y reviendrai plus en détail par la suite. Quels sont ces problèmes? Vous savez que nous vivons depuis une décennie à peu près dans un climat de quasi-déflation. C'est-à-dire l'inflation a totalement disparu de nos rivages. On est dans une économie des taux zéro. Alors, est-ce que c'est un problème d'avoir une économie de taux zéro? Après tout, nous sommes assez vieux dans cette salle pour avoir connu les périodes d'inflation, d'hyperinflation, et pour avoir considéré que l'inflation était la pire des choses. Pourquoi se plaint-on du fait qu'on est en croissance zéro? Eh bien, parce qu'une hausse des prix à zéro, c'est en fait une baisse des prix dans un certain nombre de secteurs, notamment les secteurs manufacturiers, qui gagnent de proche en proche. C'est une économie dans laquelle un certain nombre de secteurs économiques souffrent énormément. Je pense au secteur de la banque, au secteur de l'assurance. Ces gens-là dont le commerce et la différence de taux acheteurs et vendeurs, quand ils sont en taux zéro, ne savent plus comment faire. C'est les modèles économiques. Par exemple, un pays comme l'Allemagne, où l'assurance vie est essentiellement en euros et garantie, c'est tout le secteur de l'assurance qui est en difficulté lorsque l'économie est en taux zéro. Puis un facteur encore plus grave, c'est que nous vivons depuis maintenant une décennie avec une politique monétaire ultra laxiste, avec des bilans de banques centrales qui n'arrêtent pas de gonfler, avec une politique de quantitative easing qui fait que ce qu'on appelle le taux d'intérêt d'équilibre est devenu négatif. Donc comment on gère une économie de ce type? Et vous avez bien vu que ces jours-ci, l'extrême émotivité des marchés tient au fait qu'une déclaration un peu moins bien calibrée que d'habitude par ce magicien qui est Mario Draghi a tout de suite eu des effets délétères sur l'ensemble des marchés, parce que les marchés se sont dit on est peut-être à l'ombre du début du commencement de la fin du quantitative easing, et quand on sort des taux zéro, qu'est-ce que ça provoque? Et sur le marché action, et sur le marché obligataire, et sur la politique de gestion de la dette, etc. etc. Donc premier problème, la question de la déflation. Alors, je vais traiter ça tout à l'heure, si j'ai le temps, parce qu'à force d'annoncer les sujets que je vais traiter, je vais bien... Donc, mais enfin, ça ne fait rien. Je préfère tout parcourir d'abord, et puis après, je reviendrai développer point par point un certain nombre de choses. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsque la Banque centrale va vouloir commencer à sortir de la politique de quantitative easing? On voit qu'aux États-Unis, Mme Yellen a commencé à faire monter les taux, et on voit que ça produit toute une série d'effets de déstabilisation. Donc voilà, c'est un premier problème qui est un problème de long terme. Comment on dégonfle le bilan des banques centrales? Comment on bâtit une économie quand l'inflation a disparu et qu'on n'a pas les moyens de l'activer? C'est un problème de moyen-long terme. Deuxième problème de moyen-long terme, qui est en pile dans les sujets que vous avez traités, c'est que nous sommes dans une période de révolution technologique, révolution numérique. On a une effervescence de création qui est absolument formidable, et pourtant, on assiste, retenez ce que je suis en train de vous dire, à une décroissance continue des gains de productivité dans tous les pays. Qu'est-ce que c'est que cette révolution technologique qui, pour la première fois, non seulement n'a pas d'effet sur les gains de productivité, mais s'accompagne même d'un recul des gains de productivité? Alors, vous savez que c'est le thème qui obsède les économistes depuis une décennie à peu près, c'est ce qu'on appelle la thèse de la stagnation séculaire. Alors, on ne sait pas très bien interpréter ce phénomène. Vous savez que la principale dynamique de croissance, c'est les gains de productivité. S'il n'y a pas de gains de productivité, il n'y a plus de croissance. Et on constate qu'effectivement, il y a un très net ralentissement de la croissance. Un pays comme les États-Unis, au cours de la décennie passée, avait des gains de productivité moyens de 2%. En 2015, c'est tombé à 0,3%. Et j'ai pris les États-Unis à dessein, puisque c'est la métropole de l'innovation technologique mondiale. Alors, il y a plusieurs hypothèses, je les évoque juste, je traiterai tout ça plus tard. Il y a plusieurs hypothèses. Il y a un grand économiste américain qui s'appelle Gordon qui dit, oui, si vous voulez, le propre de la révolution technologique actuelle, à la différence de la deuxième révolution qui nous a donné l'automobile, l'électricité, l'avion, etc., elle nous donne les messages à 140 caractères de Twitter, elle nous donne l'imprimante 3D à domicile, mais ça ne bouleverse pas l'économie, ça n'a pas d'effet de stimulation économique majeure. Donc c'est la nature même de cette révolution technologique qui fait que
Ça n'a pas les effets en termes de productivité et de croissance qu'on peut attendre. Il y en a d'autres qui disent « mais non, calmez-vous, on est au début d'un processus. Pour avoir la pleine mesure des effets d'une révolution technologique, il faut se donner le temps de la diffusion. » Et là, on est au moment de l'accumulation technologique, on n'est pas encore à la diffusion. Regardez par exemple ce qui se passera dans les secteurs de la santé et de l'éducation une fois qu'on aura intégré toutes les avancées de l'intelligence artificielle, de la robotique avancée, de la révolution algorithmique, etc. etc. Donc voilà, deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, certains économistes nous disent « Attendez, vous n'avez rien compris au film. » Quand je débat avec des spécialistes du numérique, ils me disent que je suis un représentant de la vieille économie. Et dans la vieille économie, vous savez, on mesurait en euros, en tonnes, en kilomètres, etc. Ils disent dans le nouveau monde de la nouvelle économie, tout ça, ça ne sert à rien. Et ce n'est pas comme ça qu'on peut mesurer les véritables avancées. Donc, est-ce qu'on a un problème de mesure? Un de mes collègues qui est venu parler devant vous il y a 2 ans, qui est Philippe Aguillon, a essayé de mesurer ces problèmes de mesure et l'impact que ça a sur les niveaux de croissance et sur les niveaux de PIB. Il montre que, en gros, avec les techniques traditionnelles de comptabilité, on rate une partie de la croissance. Donc, la mesure même que nous avons des phénomènes de croissance n'est pas adéquate. Donc, vous voyez cet immense problème qui est soulevé par la stagnation des gains de productivité. Alors, une autre hypothèse, c'est que simplement on n'investit pas assez, qu'on a connu une décennie de sous-activité qui fait qu'on a sous-investi et que la demande globale, du coup, n'a pas progressé autant qu'elle aurait pu progresser. Et du coup, ça a eu un effet sur le renouvellement de l'offre. Donc voilà, deuxième hypothèse sur la stagnation séculaire. Et puis, troisième problème général que je voulais évoquer devant vous, c'est celui de ce ralentissement de la croissance du commerce mondial que j'évoquais tout à l'heure, de cette nouvelle stratégie chinoise qui consiste à redevenir un leader du commerce mondial. Et pour savoir comment interpréter ce ralentissement de l'économie mondiale, est-ce que c'est lié à la transformation des chaînes de valeur, des systèmes productifs, ou est-ce que c'est tout simplement là aussi un effet conjoncturel? Au fond, la croissance du commerce mondial a été portée par le commerce des matières premières et donc par ce qu'on appelle le supercycle de matières premières. En gros, l'Afrique produisait les matières premières que la Chine consommait dans le cadre de sa stratégie de très forte croissance. À partir du moment où la Chine ralentit, eh bien, les matières premières sont moins importantes, le commerce mondial ralentit, et du coup, on a cet effet de décélération totale du commerce mondial. Donc voilà le tableau général que je voulais vous présenter, et maintenant je vais pouvoir rentrer dans les détails. Donc pour résumer d'un mot, eh bien, nous sortons d'une décennie de crise. Nous avons devant nous un certain nombre de problèmes structurels et il faut se poser la question de savoir si les alertes que nous avons connues au cours des dernières années étaient sérieuses, avec notamment le Brexit, l'Italexit, etc. Donc voilà un peu le tableau général et je vais rentrer maintenant davantage dans le détail. Alors, pour commencer, compte tenu du temps qui risque d'être limité par la suite, je veux commencer par les sujets que j'aurais dû traiter normalement devant vous aujourd'hui, c'est-à-dire les questions du Brexit, du Trumpisme, du Frexit, etc., c'est-à-dire ces crises de l'année écoulée pour savoir quel en a été le potentiel et comment on les a traitées. Alors commençons par le commencement, c'est-à-dire le Brexit. Pourquoi cette question de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne pose-t-elle tant de problèmes? Pourquoi a-t-on été tellement secoué par cette décision? Alors, la première réponse à cela, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'est venu comme une surprise politique absolue. On avait mal évalué le phénomène et surtout, on a tous appris à l'école que les Anglais étaient un peuple de boutiquiers, c'est-à-dire qu'ils raisonnaient économiquement et qu'il n'était pas question qu'ils se livrent à des émotions passagères et que c'était une injure à l'intelligence des Britanniques que de croire que les arguments démagogiques des tenants du Brexit pouvaient avoir cet effet-là. Au-delà de ça, la question importante était de savoir si à partir du moment où les Britanniques se retiraient de l'Union européenne, il ne risquait pas d'y avoir un processus de décomposition de l'Union européenne, et donc l'inquiétude là n'était plus tellement pour les Britanniques, elle était pour les Européens eux-mêmes. A l'inverse, un certain nombre de gens, des Français d'ailleurs en particulier, se disaient « mais au fond, c'est pas si mal que les Britanniques se tirent,
C'était eux qui étaient les empêcheurs de tourner en rond. Une fois qu'ils seront partis, on pourra bâtir enfin l'Europe telle qu'on la veut, avec un gouvernement économique, avec une politique fiscale commune, éventuellement une politique de défense commune. Alors, cette affaire du Brexit a connu 3 développements. Donc, comme je vous l'ai dit dans un premier temps, on s'est demandé si la décision qui avait été prise par les Britanniques n'était pas réversible. Et puis très rapidement, on a compris que, comme l'a dit Madame May, Brexit means Brexit, ça veut dire le Brexit veut dire le Brexit, et qu'en fait le Brexit ne pouvait être que hard. Alors quels sont les sujets qui sont au cœur du débat sur le Brexit, pour pouvoir suivre ce qui va se passer dans les mois qui viennent? Le premier sujet, c'est que les Anglais veulent récupérer la maîtrise de leurs flux migratoires, et en particulier des flux migratoires venant des pays membres de l'Union européenne. Donc ils ne veulent plus être tenus par les 4 libertés qui sont au cœur du marché unique. Et Mme May dit et répète que là-dessus, elle ne cédera pas. Alors, je dis cela parce qu'on aurait pu imaginer que le Royaume-Uni se retire, mais pas complètement, qu'il adopte une solution dite à la norvégienne, où les Britanniques restent dans le marché unique, ils restent dans le marché commun, mais ils récupèrent simplement la maîtrise de leur flux migratoire. En fait, non, parce que deuxième revendication de Mme May, elle veut non seulement récupérer la maîtrise des flux migratoires, mais elle veut également ne plus dépendre d'aucune sorte des décisions de la Cour de justice européenne. Or, la Cour de justice européenne intervient sur tous les conflits portant sur le marché unique, etc. Et elle dit également, troisième élément important, qu'elle veut récupérer la maîtrise de sa politique commerciale, c'est donc, elle veut négocier des accords commerciaux avec d'autres pays en dehors du cadre européen. Eh bien, si Mme May maintient ces 3 exigences-là, ça veut dire que le Brexit sera total, c'est-à-dire que les Britanniques sortiront de l'union douanière, du marché unique, et donc ils rompront véritablement les liens qui ont été tissés au cours des 40 dernières années. Alors maintenant, comment on peut juger du progrès des négociations qui sont en cours? J'ai vu récemment M. Barnier, et il m'a expliqué qu'il y avait 3 dossiers qui étaient négociés actuellement avec les Britanniques. Le premier dossier, c'est la facture pour sortir. Les Britanniques vont devoir payer, en sortant, un prix qui est la somme de tous les engagements qu'ils ont souscrits pendant qu'ils étaient là et qui continuent à courir après leur départ. Barnier a me donné un exemple que je trouve très parlant. Il dit, imaginons que la Commission européenne recrute un expert anglais demain. Eh bien, le fait qu'elle le recrute, elle est tenue de lui payer un salaire pendant ses 40 ou ses 45 ans d'activité et puis pendant ses 25 ans de retraite. Donc il est légitime que les Britanniques en partant payent une partie de cette addition. Mais il n'y a pas que ça, il y a tous les engagements du budget européen, qui sont des engagements qui ont été pris, auxquels les Britanniques ont souscrit, et le fait qu'ils partent en 2019 n'abolit pas ça. Or, les Britanniques, c'est à peu près 15% de la contribution nette au budget de l'Europe. Donc c'est du jour au lendemain des politiques de soutien à l'aménagement du territoire en Pologne, c'est des maisons de la culture en Hongrie, c'est des routes et des autoroutes au Portugal, c'est des aménagements portuaires qui sont programmés au titre du budget européen et qu'il faudra bien continuer à financer, même si les Britanniques se retirent. Donc, premier élément de négociation, l'addition. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Eh bien, les positions britanniques et européennes sont aux antipodes. Les Britanniques disent que leur imposer une facture pour partir, c'est un chantage intolérable et que donc ils résisteront avec la dernière énergie. Est-ce que ce problème peut être réglé? Eh bien, c'est typiquement le genre de sujet qu'on règle si on accepte de bonne foi de négocier sur la période de transition qui interviendra entre la sortie juridique et la sortie réelle. Personne ne pense qu'on va pouvoir régler tous les problèmes dans les 2 ans de négociation qu'on a, et tout le monde pense que pour pouvoir véritablement négocier un nouvel accord commercial, il faudra au moins 5 ans après. Donc si on étale sur 7 ans
les négociations de sortie, alors la facture finale à payer par les Britanniques sera très faible, ou même proche de zéro, puisqu'ils vont continuer à payer pendant les négociations, et donc en fait, ils paieront sur 7 ans ce qu'on leur demande de payer en un chèque pour sortir. Donc voilà le premier sujet. Deuxième sujet, les Britanniques, comme je vous l'ai dit, veulent récupérer la maîtrise de leur politique migratoire. Et là, il y a un seul sujet de conflit entre les Européens et les Britanniques, c'est que les Britanniques disent, à partir du moment où nous récupérons notre souveraineté, seule la loi britannique s'imposera aux étrangers qui sont sur notre sol. Et les Européens disent, ben non, désolé, les Européens qui sont sur votre sol sont protégés par la Cour de justice européenne. La Cour de justice européenne doit continuer à pouvoir exercer ses prérogatives. Comment on peut régler ce problème? Bien, probablement en trouvant un compromis sur l'idée que la Cour de justice européenne et une Cour de justice britannique créeront un organe d'arbitrage commun pour pouvoir trancher ce type de questions. Et puis la troisième question qui est à poser et qui est à régler au préalable, c'est la frontière de l'Union européenne qui, comme vous le savez, passe entre le nord et le sud de l'Irlande, qui va poser des problèmes. Mais les vraies questions, c'est est-ce que les Britanniques veulent continuer à faire partie du marché unique et de l'union douanière ou pas? Et si la réponse est oui, alors ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, les Britanniques resteront très attachés à l'Union européenne, et ça veut dire même ultimement que toutes les règles européennes s'appliqueront à eux, sauf qu'ils n'auront plus leur mot à dire. Alors vous allez me dire, mais pourquoi les Britanniques feraient cette folie? Au fond, de renoncer à une situation dans laquelle ils ont leur mot à dire pour passer à une situation où ils feront la même chose sans avoir leur mot à dire? Ben, la réponse est très simple, c'est que d'abord, ils ont commis cette imbécilité qui est le référendum, et puis surtout, les Britanniques ont une demande formidable que je n'ai pas évoquée encore jusqu'à présent, c'est qu'ils veulent que les privilèges de la Cité de Londres soient maintenus. C'est ce qu'on appelle les passporting rights, c'est-à-dire ils veulent qu'à partir du Royaume-Uni, les établissements financiers présents puissent continuer à exercer leur activité sur l'ensemble de l'Europe. Et si on leur accorde ce passeport, pour eux, ça a une immense valeur, mais bien entendu, c'est la dernière chose qu'on leur accordera, nous, parce qu'il n'y a pas de raison particulière. Donc vous voyez, ultimement, on peut dire que ce qui se joue, c'est un arbitrage entre le passeport européen pour la finance britannique et les droits des citoyens européens qui se maintiennent. Je vous vois regarder votre nom toutes les 5 minutes. J'ai encore le temps, là, quand même. Hein. Vous avez 18 minutes. C'est pas vrai. 15 minutes. Alors, j'accélère maintenant. Parce que comme je ne vous vois pas regarder la vôtre, je regarde à votre place. J'accélère. Alors, voilà pourquoi le Brexit a été un grand sujet, et voilà pourquoi il nous a beaucoup préoccupés. Maintenant, j'en arrive au Trumpisme. Pourquoi l'élection de Trump pose-t-elle tant de problèmes? Alors, je vous ai dit, premier élément, il a fait des déclarations qui pouvaient remettre en cause l'ordre commercial international. Mais vous allez me dire, il est au pouvoir maintenant, donc qu'a-t-il fait? Eh bien, vous pouvez même me dire, vos inquiétudes habituelles d'économistes sont assez ridicules, puisque son arrivée au pouvoir a été saluée par la bourse, par Wall Street, qui a gagné 15% dans la période immédiatement consécutive à son arrivée. Donc comment, alors qu'il menace l'ordre commercial international, les investisseurs américains plébiscitent-ils l'arrivée de Trump? Alors l'explication là aussi est très simple, c'est que dans son programme, Trump a annoncé 2 choses qui ravissent les entreprises. C'est qu'il a annoncé une très nette baisse de l'impôt sur les sociétés, de moitié pratiquement, et il a annoncé un programme d'investissement de 1 000 milliards de dollars. Donc, si vous voulez, quand vous êtes des entreprises et qu'on vous dit on va peut-être remettre en cause l'accord de la LENA, mais en même temps, vous avez 15 points d'IS en moins immédiatement, l'impôt sur les riches qui est abaissé et 1 000 milliards de programmes d'investissement dans des infrastructures, ben vous vous dites c'est tout bon. Alors le problème, c'est que, depuis qu'il est là, il n'a pas fait l'ombre du début du commencement d'une réforme allant dans ce sens. Il ne s'est rien passé sur le dossier fiscal, il ne s'est rien passé sur les investissements, et donc c'est ce qui vous explique le ralentissement au premier trimestre qu'on a eu, que j'ai mentionné tout à l'heure. Les gens se disent on a acheté l'histoire, mais on attend les manifestations. Et puis en matière commerciale, il avait annoncé qu'il mettrait des taxes de 35% sur les produits venant du Mexique et sur les produits venant de Chine, et il n'a rien fait de tel.
Simplement, la stratégie d'intimidation a fait qu'un certain nombre d'entreprises du secteur automobile ont commencé à se poser des questions de relocalisation éventuelle. Donc, pour résumer sur le Trumpisme, il y a en fait un arbitrage qui n'a pas été rendu et qui nous permettra en fait de juger de l'action économique et de l'effet économique de cette décision politique, et qui est le suivant. Jusqu'où ira-t-on en matière de remise en cause des accords commerciaux internationaux, d'un côté, et jusqu'où ira-t-on dans la relance de l'économie américaine à travers les réformes fiscales et les investissements? Réponse à la question que je me pose à moi-même, quand on regarde ce qui se passe actuellement aux États-Unis, on constate qu'il y a une bonne dynamique d'investissement, une bonne dynamique d'exportation, une bonne dynamique d'emploi. On fera probablement 2% de croissance. Simplement, le point important que je veux que vous reteniez, c'est que si Trump fait ce qu'il dit, il va accélérer formidablement la croissance, il va accélérer formidablement les déficits, ce qui conduira la Banque centrale à relever ses taux beaucoup plus rapidement et à essayer de refroidir l'activité économique plus vite. Donc le grand enjeu américain, c'est est-ce qu'on va avoir une croissance qui sera encore sympathique pendant 2 ans, au rythme actuel de 1,8 à 2%, ou est-ce qu'à cause de l'accélération de Trump, on aura une croissance beaucoup plus rapide dans un premier temps et une décrue plus rapide, parce que je vous rappelle que les Américains sont dans leur 8e année de croissance consécutive sur le cycle actuel. Donc voilà un peu l'enjeu de la question américaine, et c'est pour ça que je peux à la fois vous dire que les nouvelles sont bonnes et qu'en même temps, il y a des questions fondamentales qui ne sont pas tranchées compte tenu de ce que je viens de préciser. J'accélère encore et j'en arrive maintenant à l'Europe, à l'eurozone, et en particulier à la question italienne. Pourquoi cette question italienne est-elle une question obsédante? Je pense que vous avez tous suivi. La réponse, c'est que les banques italiennes portent 320 milliards d'euros de mauvais risques dans leur bilan. Et comme l'État italien est endetté à hauteur de 136% de son PIB, et que l'Italie connaît une non-croissance depuis 20 ans, et que les gains de productivité sont faibles ou nuls en Italie, vous voyez un peu le cocktail explosif, c'est-à-dire une économie qui ne croît pas, un secteur bancaire en crise, un pays qui perd des parts de marché et de la compétitivité. Oui, j'oubliais, les salaires en Italie augmentent plus vite que les gains de productivité. Donc il y a une perte continue de compétitivité italienne. Si vous voulez, pour faire simple, l'Italie, c'est la France un peu en pire. Et depuis longtemps. Pourquoi? Pour l'Italie? Bon. Donc voilà, et c'est dans ce contexte-là que vous avez une situation politique que j'ai décrite tout à l'heure et qui se tend. Alors, comment sommes-nous en train de régler le problème? Parce qu'on est en train de régler le problème bancaire italien actuellement. Vous savez que depuis le 1er janvier 2016, nous avons adopté au niveau européen des règles de bail-in pour le sauvetage des banques en difficulté. Si ce n'est pas clair, vous me le dites. Non? C'est clair? Bon. Donc ça veut dire quoi, des règles de bail-in? Ça veut dire qu'en cas de difficulté, l'autorité de supervision européenne intervient, puis elle passe la main à l'autorité de résolution, et l'autorité de résolution peut mettre en faillite une banque avec le principe suivant. On commence par rincer d'abord les actionnaires, puis les grands bondholders, et puis après, etc., etc. Le problème, pourquoi? Donc, c'est la directive BDDR qui a été adoptée et qui est en œuvre depuis le 1er janvier 2016. Donc vous allez me dire, c'est simple, il y a des banques en difficulté, il n'y a qu'à appliquer ça. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le faire parce qu'en Italie, les banques ont vendu à des petits déposants, à des petits épargnants, des obligations bancaires en leur disant que c'était un produit ultra sécure. Or, bien entendu, si vous faites de la résolution sur le mode bail-in que je viens d'expliquer, vous les rincez aussi. Et vous avez sans doute lu dans la presse que quelques petits retraités italiens s'étaient suicidés en apprenant qu'ils avaient été ruinés à la suite de la faillite de 2 petites banques régionales italiennes. Donc, la question de la solvabilité des banques italiennes est devenue un sujet politique majeur. Et donc, contrairement à nos engagements européens, le sauvetage de Montepaschi, di Siena, etc., se fait avec de l'argent public, alors même que normalement, la résolution aurait dû se faire sans appel à l'argent public. Et qu'est-ce que ça veut dire
qu'on fait appel à de l'argent public, ça veut dire que les défaillances de banques nécessitent l'intervention de l'État, qui lui-même doit s'endetter davantage, ce qui fragilise la situation de cet État. Et comme ces obligations sont détenues par qui? Par les banques, vous avez un cercle vicieux de la non-performance des crédits italiens. Et donc, du coup, les banques italiennes prêtent moins à l'économie italienne, ce qui dégrade encore davantage la situation de l'économie italienne, ce qui fait que les rentrées fiscales sont moins bonnes, etc., etc. Je vous passe les détails. Bon, alors, on essaye de résoudre le problème, mais on ne réglera véritablement le problème que si on achève l'union bancaire et que si, en fait, le fonds de résolution européen peut prendre la main directement en nationalisant, c'est-à-dire en européanisant les banques en difficulté. Mais pour le moment, les Allemands bloquent, d'où les espoirs conformes sur les élections allemandes qui interviendront cet automne et qui permettront peut-être de relancer l'union bancaire. Et bien entendu, la menace reste une menace politique. Simplement, les prochaines élections italiennes interviendront en 2018, d'où cette liaison infernale entre mouvement populiste italien et nature de la crise bancaire italienne. Et donc, il va falloir continuer à suivre ces problèmes. C'est pour ça qu'on a écarté la difficulté, mais le problème n'a pas disparu. J'en viens à la France maintenant et au risque de Frexit. Et là, divine surprise, je ne sais pas si vous avez vu dans la presse, Macron qui marche sur l'eau, dans The Economist, les journaux britanniques qui titrent EUphoria, EU, c'est-à-dire Union européenne, euphorie, donc c'est l'euphorie, et partout où vous allez dans le monde, la France est de nouveau très à la mode. Ce jeune président a été capable de terrasser l'hydre, soit populiste de gauche, soit populiste de droite. Et tous les espoirs sont de retour. Mais alors je passe sur les détails du Brexit, c'est derrière nous, sur ce débat des présidentielles, sur ces choses surréalistes qu'on a entendues pendant la campagne électorale, sur la monnaie unique, la monnaie commune, l'écu. Enfin, on voit que la culture économique n'est pas la chose la mieux partagée dans ce pays. Mais en tout cas, on s'en est sorti. Alors, quel est le problème de la France maintenant? Et ce qu'il va falloir suivre dans les années qui viennent. Deux problèmes de la France, un problème de maîtrise des finances publiques, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, et un problème d'effondrement de la compétitivité française. Les dernières statistiques du commerce extérieur sont très alarmantes. Non seulement on perd pied totalement dans le secteur manufacturier, mais même dans le secteur des services. L'excédent traditionnel que nous avions a disparu en 3 ans, totalement, à cause de la crise du tourisme, des services marchands, etc. Donc on a cette difficulté, d'où les interrogations sur la stratégie de ce gouvernement. Alors, je pense que vous avez compris ce qui a été fait. Acte 1, on découvre que la situation des finances publiques est pire que ce qu'on avait anticipé, mais tout le monde l'avait anticipé. Avec quand même une première question, pourquoi n'avons-nous pas tenté une négociation au niveau européen pour expliquer que nous étions prêts à faire des réformes structurelles majeures et que, comme les réformes structurelles majeures ont un coût à court terme et une rentabilité à long terme, on aurait pu bénéficier de quelques libertés à court terme, notamment en matière budgétaire et fiscale. Alors en fait, on ne l'a pas tenté parce que je pense que le gouvernement a considéré que la crédibilité de la France au niveau européen était nulle et que ce n'était même pas la peine de tenter une négociation sur les 3%. Alors simplement, il y a un point technique qui vous a peut-être échappé et qui est très important. C'est que nous sommes en procédure de déficit excessif, nous autres Français. Nous y sommes depuis près de 11 ans. Alors, le problème, c'est que si on arrive pendant 2 ans à repasser en dessous de 3%, on sort de la procédure pour déficit excessif. D'où l'importance pour 2017 et 2018 d'être en dessous des 3%. Et une fois que vous êtes passé 2 fois en dessous de ce seuil de 3%, vous sortez de la procédure. Quand vous êtes sorti de la procédure, donc en 2019, vous pouvez venir voir la Commission européenne et dire « Écoutez, j'ai un programme de réforme fiscale absolument formidable
qui va me faire sortir exceptionnellement pendant 1 an des 3%. Ça sera en 2019, notamment avec la réforme du CICE Et donc, on peut très bien négocier en 2019 avec les autorités européennes pour leur dire « autorisez-nous une sortie provisoire pour 1 an des 3%, ce qui nous permettra de faire la réforme fiscale en 2019. Donc vous comprenez mieux pourquoi ce gouvernement veut annoncer tout de suite une mesure qui ne s'appliquera qu'à partir de 2019 avec le CICE, la flat tax de 30%, etc. Et si tout va bien, on pourra démontrer à ce moment-là que les réformes structurelles qu'on fait élèvent notre potentiel de croissance, nous donnent une soutenabilité de long terme de nos équilibres financiers plus grande, et donc on peut nous autoriser une petite sortie provisoire de 1 an, puisque vous savez que la réforme du CICE coûte 20 milliards, c'est-à-dire 1 point de PIB. Et donc si on est à 3%, ça peut nous faire monter jusqu'à 4%, d'où, acte 3, la nécessité de maîtriser les finances publiques, et notamment la dépense publique, et l'engagement qu'a pris ce gouvernement, qu'aucun gouvernement avant n'avait prise, d'une augmentation en volume de la dépense publique de 0%. Vous savez quelle a été la moyenne d'augmentation pendant la période de grande austérité qui vient de s'écouler? C'était 1% de croissance en volume chaque année. Donc en fait, il n'y a jamais eu aucun effort de maîtrise de la dépense publique au cours des dernières années. Là, alors même qu'on nous annonçait le plan de 50 milliards, le plan de... Là, il y aurait une action qui serait une action décisive. Et donc, je vois que le compteur tourne de plus en plus, donc j'accélère de nouveau. C'est la dette. Hein? C'est la dette. Alors, donc, si tout se passe bien, donc on pourra faire cette sortie en 2019 et faire cette réforme fiscale. Comme auparavant, on aura fait la réforme du marché du travail et qu'on aura réussi à la faire, à ce moment-là, l'offre politique française changera totalement de nature et du coup, ça permettra une relance au niveau européen qui nous est fort utile. Alors vous avez entendu, et je voudrais finir par ça, vous avez tous entendu parler des différentes initiatives qui se prennent en matière européenne pour relancer la construction européenne qui est en panne depuis les 10 ans de crise que nous avons connus et puis qui est en panne même depuis plus longtemps. Alors dans quel domaine cette relance européenne peut être faite? Vous avez vu que Emmanuel Macron a présenté un plan en 3 volets de réforme européenne, avec un premier volet qui est protégé, donc régler les problèmes de la directive détachement, des marchés publics européens, régler les problèmes des investissements étrangers en France, je n'ai pas le temps de développer. Deuxièmement, réformer également l'union économique et monétaire en ayant une autorité budgétaire, financière, qui soit plus intégrée, avec un ministre européen des Finances, un trésor européen, une agence de la dette. Et puis, troisième volet, la relance au niveau de la stratégie de défense. Comme j'ai très peu de temps, je pense que rien de tout ça n'est prioritaire, à mes yeux. La vraie priorité, pour moi, c'est de sauver l'euro, parce qu'on aura d'autres crises, du type Italexit, Frexit, Nexit et compagnie. Et pour sauver l'euro, il faut absolument consolider l'union bancaire. Pourquoi c'est capital? Parce que ce n'est que si vous permettez au système bancaire d'être autoporteur, même en situation de crise, et donc si vous coupez le lien incestueux entre les banques et l'État, que vous pouvez véritablement consolider la zone euro. Comment? Eh bien, en faisant en sorte qu'en cas de difficulté d'une banque, ça soit le Fonds monétaire européen qui intervienne et non plus un État national, une fois qu'on a épuisé les potentialités du bail-in, en ayant une action sur les bilans des banques européennes et dans un deuxième ou dans un troisième temps, en restructurant même les banques qui se seront révélées fragiles. Voilà, je vais m'arrêter là puisqu'on m'a demandé de respecter le temps. Et puis maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci. Merci, Nicolas. Voilà, on vous prête Eli Cohen pour 3 questions, si vous en avez. Ah, j'ai asséché les questions, c'est bien. Mais non, mais vous avez commencé par dire que ça allait bien, et finalement... Ah oui, ça va bien. C'est vrai qu'à la fin de votre intervention... Ah mais non, mais ça va bien. Ouais. Ah non, attendez, vous voulez que je vous donne les chiffres? Mais ça va bien jusqu'à 17h, jusqu'à 18h, ou ça va bien jusqu'à la fin de l'année? Attendez,
écoutez, il y a un indicateur qui ne trompe pas. Le FMI, l'OCDE, l'Union européenne et l'INSEE ont tous révisé à la hausse les perspectives de croissance. Au cours des 10 dernières années, je n'ai pas vu ça. Voilà. Alors, ceci étant, il peut toujours y avoir des catastrophes, c'est pour ça que rien n'est jamais gravé dans le marbre, mais le fait qu'on révise systématiquement à la hausse les perspectives de croissance, certains disent même un 6, c'est trop modeste pour la France. Voilà. La croissance au niveau de l'Union européenne, c'est 1,9. Au niveau de la zone euro, c'est 1,7. Mais vous êtes face à un public relativement âgé qui a connu une croissance à 2,5, à 3,5. Là, c'est le... Ah mais non, mais on est exigeant. Cette génération qui... Attendez, la croissance l'année dernière était de 1,1%. Ouais. Sur la décennie passée, la croissance du PIB par habitant en France, sur la décennie passée, a été négative. Bien sûr. Enfin, alors, si vous voulez, alors le PIB, non pas par habitant, mais le PIB global sur les 10 dernières années a augmenté de 0,6%. Bon. En attendant qu'une question leur vienne, moi j'en ai une sur notre sujet des dernières 24 heures. Il y a des conférences partout qui nous annoncent soit la fin du travail, soit le remplacement de l'homme par la machine, etc. Comment vous l'intégrez dans vos réflexions et puis dans les conférences que vous faites ou vous analysez par rapport à l'avenir de l'emploi? Écoutez, moi, ce qui me frappe en tant qu'économiste, c'est quand j'observe la réalité du marché du travail, je remarque que dans les deux domaines qui sont les domaines les plus marquants de cette révolution technologique, c'est-à-dire à une extrémité, vers le haut, les gens très compétents, très qualifiés, ayant des compétences en architecture de système, etc., on ne les trouve pas. On ne les trouve pas. Et à l'autre extrémité, en France même, dans les métiers de bouche, les métiers de restauration, d'hôtellerie, de bâtiment, etc., on ne trouve pas non plus. Et je vous renvoie à une enquête de l'INSEE qui est sortie la semaine dernière, et on demande à un panel de chefs d'entreprise quelles sont les raisons de la non-embauche en France. Et on leur propose le choix entre 4 possibilités. Alors, la première réponse, à 25%, c'est de dire l'activité n'est pas assez soutenue, le carnet de commandes n'est pas assez soutenu. C'est un peu moins de 25%. La deuxième raison, à 20%, c'est on ne trouve pas le personnel nécessaire pour faire le travail qu'on veut. Donc c'est un problème de qualification, de compétences, d'appariement entre offre et demande. Donc c'est toute la question de la formation et de la qualification. Troisièmement, les charges fiscales et sociales. Quatrièmement, les obstacles réglementaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 75%, la non-embauche renvoie à des facteurs d'offre et non pas de demande. Oui? Il y a un fan d'économie là, au premier rang. Il est super bon. Vous avez conditionné la réussite prochaine de la France à la réforme du marché du travail. Qu'est-ce qui fait que cette réforme pourrait marcher demain alors qu'elle n'a pas marché hier? Tout le monde a entendu la question? La réforme du marché du travail peut-elle réussir là où on n'a pas arrêté d'échouer, grosso modo? Il y a plusieurs réponses. La première réponse, si on essaye froidement de comparer la démarche de la réforme actuelle avec la réforme El Khomri, qu'est-ce qu'on constate? De la manière la plus basique et la plus factuelle. 1. Le président de la République s'est engagé pendant sa campagne électorale sur cette réforme, et donc on peut dire qu'il a un mandat politique. Ce n'était pas le cas de Hollande. 2. Dans le processus de négociation de la loi El Khomri et de la loi actuelle, vous vous souvenez que la CFDT avait claqué la porte après la première version de la loi El Khomri parce qu'ils avaient découvert, d'ailleurs dans une indiscrétion qui était sortie dans les Échos après sur un document du Conseil d'État, qu'il y avait une clause qui avait été rajoutée par rapport à ce qui avait été négocié. Et en plus, 3, on avait annoncé le 49.3, c'est-à-dire qu'on fermait la négociation avant qu'elle commence. Donc du point de vue de la manière de mener la négociation avec les partenaires syndicaux, du point de vue d'envelopper et d'emballer politiquement cette réforme, il y a des différences majeures. À l'inverse, dans le cas de la loi actuelle, vous avez vu tout ce qui est prévu sur la longueur et l'intensité du processus d'échange et de négociation. Vous avez vu que dès le départ, la procédure de vote avait été annoncée à travers les ordonnances, et surtout, il y a un phénomène de conjugaison astrale favorable. On a un jeune président d'un côté
Et d'un autre côté, on a le leader de FO qui dit qu'il est prêt à négocier, alors même qu'il avait été un des principaux obstacles à la réforme précédente. Et chaque fois que j'écoute le patron de FO, je me pince en me disant c'est le même qui était de tous les défilés. Et puis, dernier élément, justement... Pardon de vous interrompre, mais pourquoi d'ailleurs il a changé? Personne ne sait exactement. Peut-être est-ce lié à l'expérience malheureuse de la réforme El Khomri, puisque pendant près d'un an, il a collé à la CGT et que ça l'a profondément marqué et que ça n'a pas été une très grande réussite. Pardon par ailleurs, je pense qu'il y a des négociations avec le gouvernement et qu'il peut y avoir des compensations ici ou là. Il y avait un troisième point. Je vous ai interrompu au moment Non, où mais vous peu importe, c'est pas allez-y. grave. C'est votre deuxième question, vous avez le droit. Merci Jean-Pierre. Est-ce que la hausse permanente de l'endettement français n'est pas une limite à notre capacité à se réformer? Non. Alors franchement, sur cette histoire de la dette, je sais que c'est une obsession de beaucoup de dirigeants politiques et de dirigeants d'entreprises, notamment Michel Pébreau, qui n'arrête pas de dire que c'est insupportable, etc. Est-ce que vous savez que vous le savez sans doute, que la seule bonne surprise budgétaire des 4 dernières années, c'est que le coût de la dette a toujours été plus faible que ce qu'on avait anticipé? À cause de la baisse des taux, oui. Ah non, mais ça fait rien. Vous prenez tout, vous. Écoutez, vous imaginez la seule bonne surprise que les Sapin et compagnie ont pu constater au cours des 4 dernières années, c'était qu'ils prévoyaient 45 milliards de charges de la dette et ils avaient 43 milliards et demi. Il y avait 1,5 milliard qui tombait du ciel. On a emprunté à 10 ans à 0,3. Oui? Pardon? Alors, très bonne question. Depuis 4-5 ans, on nous dit « et si les taux remontent ?» Sauf que d'abord, au cours des 4-5 dernières années, les taux ont continué à baisser. Et comme vous le savez, la maturité moyenne de la dette française est de 7 ans. Ça veut dire que sur les 7 dernières années, on a remplacé de la dette qu'on avait fait à 14, 12, 10% par de la dette qu'on fait à 1%. C'est formidable. Ça veut dire qu'on est en train d'engranger des charges de dette qui seront structurellement plus faibles pour l'avenir. Alors, je ne suis pas en train de dire que la progression de la dette soit une panacée. Je dis juste que dans des circonstances comme celles que nous connaissons, si on est capable de faire de bons investissements, on peut faire de la bonne dette. Le pire, c'est bien entendu de faire de la dette pour financer de la dépense courante, parce qu'on n'a pas été capable de maîtriser les processus. Oui? Pardon. Excusez-moi. Oui, il y a une question là-bas. C'est la clim. Monsieur. Vous avez parlé des États-Unis, vous avez parlé de la Chine, vous avez parlé de l'Europe, vous avez pas parlé de l'Afrique. Oui. Si, j'ai parlé de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est les matières premières. Et donc, la croissance africaine a été tirée par le grand boom des matières premières, ce que j'appelle le super cycle de matières premières. Vous savez qu'on a connu pendant une décennie une croissance moyenne de l'Afrique à 5,6%. C'était tout à fait lié à la dynamique chinoise. Bien entendu, à partir du moment où il y a un net ralentissement chinois, et plus généralement un ralentissement des pays émergents, vous avez un ralentissement de l'Afrique. Il y a peu de pays africains qui ont commencé leur transition manufacturière et industrielle. L'Afrique reste largement un pays de matières premières. La bonne nouvelle, malgré tout, c'est que le coût des matières premières a fortement baissé. Donc ça, c'est un handicap pour les pays africains. Mais les matières premières agricoles dont ils ont besoin aussi ont fortement baissé. Donc, globalement, la croissance est moindre, mais la Chine n'a pas connu... les pays africains n'ont pas connu une chute aussi brutale dans leur rythme d'activité que des pays, par exemple, comme le Brésil ou la Russie, qui sont passés carrément à des taux négatifs. Je n'ai pas parlé de l'Inde non plus, qui, comme vous le savez aujourd'hui, est le pays qui a la plus forte croissance mondiale. L'Inde est dans une dynamique de croissance très vertueuse, et c'est assez... ça va contre tout ce que je vous ai dit, parce que c'est un régime populiste hindouiste avec Narendra Modi qui est au pouvoir, et ça n'empêche pas l'Inde d'avoir une bonne dynamique de croissance. Mais je ne crois pas que ce soit dû à l'action de M. Modi. D'autres questions? Il y a une question au fond. Mais il n'a pas de micro, le pauvre. Allez-y, moi je vous entends et je traduirai.
Ah non, non, je me suis mal exprimé si vous avez compris ça. J'ai dit que le vrai terme du débat, c'est entre l'Europe et le Royaume-Uni, c'est est-ce que nous allons leur accorder des droits pour leur système financier pour agir en Europe, et est-ce que eux vont nous donner des droits plus importants pour nos citoyens qui sont basés chez eux. C'est ça les termes du trade-off. Alors maintenant, sur le fond, comment va évoluer la finance britannique après le Brexit? Moi, je pense que Londres va perdre une part minime de ses effectifs et de ses compétences et de ses spécialisations, de l'ordre de 10% maximum. Je pense que c'est essentiellement Francfort, Dublin et Amsterdam qui en bénéficieront. Et Paris? Non. Ils ont le droit de faire du trade en euros. Comment? Ils vont perdre la gestion de l'euro. Non, vous avez vu la dernière décision qui a été prise sur les chambres de compensation par l'Union européenne. On va continuer à faire de la compensation en euros à Londres. C'est incroyable de leur faire ce cadeau-là. Ben, on a découvert que faire de la compensation à Londres, c'était plus efficace et moins coûteux que de décider de transporter ça quelque part en Europe. Ils vont arriver à avoir les avantages sans les inconvénients. Une dernière. Oui. Donc désindustrialisation, agriculture en crise et commerce extérieur plus que faiblard. Et industrie touristique en crise depuis 2015. Ouais. Vous savez que l'excédent de services, qui est essentiellement un excédent touristique, est passé de 14 milliards à 400 millions en 3 ans. Donc, non, il y a eu les effets des événements de 2015-2016. Il y a eu également en agriculture une mauvaise récolte l'année dernière. Il y a également des choses plus inquiétantes, comme les services aux entreprises, pour lesquels notre solde se dégrade également. Non, la situation structurelle de la France n'est pas très très bonne. Mais pour répondre quand même à votre question, je vous dirais la chose suivante. On a beaucoup débattu de problèmes de compétitivité coût, de compétitivité hors coût, etc. Et moi, j'ai l'habitude de dire qu'avant d'essayer d'améliorer notre compétitivité hors coût, c'est-à-dire notre spécialisation, notre différenciation, notre innovation, notre qualité, nos marques, etc., il faut d'abord avoir une compétitivité coût satisfaisante, parce que ce n'est que si les entreprises dégagent des marges et peuvent investir qu'elles peuvent différencier leurs produits. Alors, la prise de conscience s'est faite sous Hollande. Pour un gouvernement de gauche, on a commencé à parler de compétitivité, de marge, etc., ce qui est nouveau. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Hollande, on a fait à peu près 1/6 du chemin qui nous sépare de nos compétiteurs allemands, par exemple, en termes de taux de marge. Donc vous voyez le chemin qui reste à parcourir, d'où l'importance des réformes fiscales qui ont été annoncées par Emmanuel Macron, et d'où la nécessité de le faire vraiment, et d'où l'enjeu majeur de 2019 que j'évoquais tout à l'heure. Ma dernière question. Oui. Est-ce que vous pensez que les experts comptables ont un avenir dans ce monde tourmenté, ubérisé, secoué? Je pense que la multiplication des contraintes réglementaires de toutes sortes font que les métiers du chiffre ont malgré tout un bel avenir. Je constate que, par exemple, les gouvernements veulent traquer de mieux en mieux la matière fiscale, puisqu'ils considèrent qu'ils auront besoin de nouveaux gisements fiscaux à l'avenir. Je voyais par exemple l'autre jour qu'on voulait inventer de nouvelles taxes sur les produits qui contiennent beaucoup de sucre, sans compter les taxes écologiques et environnementales. Non, je crois que plus le temps passera, plus les gisements fiscaux faciles se tariront et plus on aura besoin d'aller loin pour trouver la matière à taxer. Donc chez les experts comptables. Élie Cohen, merci.